Bonjour à tous qui nous rejoignez pour 40 minutes environ. Bonjour Stéphane Piller. Bonjour Philippe. Vous êtes consultant formateur chez FAC et Associés. Oui, À ce titre, vous formez les collaborateurs de la gestion privée et des banques privées et des banques populaires dans les domaines du patrimoine. exactement. Je suis Philippe Masme, je suis responsable du marché des clients gestion privée, banque populaire chez BPCE. Si la précédente majorité a engagé la réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu, le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité aboutir pour cette réforme et souhaite son entrée en vigueur au 1er janvier prochain. Pour cela, le gouvernement et le législateur ont procédé à un certain nombre d'aménagements. Parallèlement, les contribuables ont eu un certain nombre d'informations, dont entre autres dans leur avis d'imposition depuis le mois d'août 2018. Exactement. Durant notre échange, nous évoquerons donc les grands principes de cette réforme. Avant d'en voir les incidences, en particulier sur les investissements procurant des avantages fiscaux. Oui. Et puis dans un deuxième temps, nous vous donnerons à tous la parole. Alors, rentrons dans le vif du sujet, Stéphane. Oui. Le prélèvement à la source peut-il prendre plusieurs formes? Si oui, lesquelles? Et s'adresse-t-il à l'ensemble des revenus? Alors, effectivement, c'est une des premières choses qui crée de l'ambiguïté aujourd'hui dans sa mise en œuvre, puisque le prélèvement à la source va prendre 2 voire 3 formes de paiement. Là-dessus, on vous a fait une petite illustration, vous verrez qu'on décompose les revenus dans 3 types de catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle la retenue à la source. La retenue à la source, c'est un impôt qu'on va venir non plus prélever sur mon compte bancaire, comme je l'avais vu jusqu'à présent, mais on va directement venir me le prélever sur mon revenu. Le revenu pouvant être un salaire ou une retraite. Pour les autres types de revenus, je pense notamment aux entrepreneurs individuels, les commerçants, les artisans, les professions libérales, ou les gérants de sociétés type SARL, eux, seront tenus de payer un acompte. L'acompte, ils ont extrêmement de simplicité à comprendre la mécanique, puisque c'est un prélèvement qui va être fait sur leur compte bancaire. On va leur débiter tous les mois, le 15 généralement, un impôt comme il l'était jusqu'à présent sous forme de mensualisation. Cet acompte concernera, donc je vous l'ai dit, les revenus du dirigeant, les revenus, mais également les revenus du locatif, imposés dans la catégorie des revenus fonciers ou les rentes. Il reste une dernière catégorie, la troisième, pour laquelle il n'y a pas de prélèvement au sens tel qu'il va être mis en place à compter de janvier 2019. Ce sont les revenus de placement financier. Je pense notamment aux dividendes, qui sont les revenus d'action, les revenus de capitaux mobiliers autres, les intérêts de livret, peut-être faibles, mais toujours présents, ainsi que les plus-values, plus-values sur titre, plus-values immobilières, où là, on nous dit que dès lors que le revenu sera encaissé, l'imposition en découlera, mais s'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'anticipation d'imposition, pas d'acompte à payer tous les mois au titre de ces 3 revenus particuliers que sont les revenus financiers et les 2 plus-values immobilières et financières. Si je vous comprends bien, l'une des idées maîtresses en tout cas de cette réforme est de rendre l'impôt contemporain de la perception des revenus, Exactement. du moins ceux qui rentrent dans le champ du PAS. Tout à fait. En 2018, nous aurons donc acquitté une mensualisation ou un tiers au titre des revenus perçus en 2017. Exactement. En 2019, nous acquitterons des retenues à la source, enfin des retenues à la source seront réalisées ou des acomptes prélevés au titre des revenus perçus en 2019. Mais qu'en est-il des revenus de 2018? Eh bien, effectivement. Et parallèlement, on entend parler d'année blanche. Est-ce Oui. que vous pourriez également nous éclairer sur ce point? Terme, à mon avis, est un petit peu trop galvaudé en la matière. Effectivement, ce n'est que la réalisation d'une stratégie ou d'une mesure qui permet d'éviter avoir à payer la même année 2 impôts. Vous l'avez dit, en 2018, nous payons l'impôt sur les revenus 2017. L'année prochaine, nous paierons l'impôt sur les revenus 2019. Si nous n'avions pas mis en place cette mesure transitoire, en 2019, nous aurions dû payer à la fois l'impôt sur le revenu 2019, plus l'impôt sur les revenus 2018, qui conduisait bien évidemment à ce qu'on peut considérer comme un étranglement budgétaire. Donc 2018, c'est cette fameuse année blanche, au titre de laquelle nous allons avoir un mécanique simple, qui est de dire, nous allons déclarer tous nos revenus. De ces revenus va résulter un impôt global. Mais lors de cette déclaration de revenus, nous devrons ventiler quelle est la quote-part de revenus habituelle ou quelle est la quote-part de revenus exceptionnelle. Les revenus habituels se verront non imposés
par l'application d'un mécanisme qui s'appelle le crédit d'impôt modernisation du recouvrement, acronyme CIMR. Ce CIMR, comme donc l'imposition des revenus habituels, mais en revanche, restera dû en 2019 l'imposition relative aux revenus qui seront qualifiés d'exceptionnels par le législateur, avec une liste plus ou moins importante selon la catégorie de revenus auquel on serait soumis. En résumé, on différencie donc au titre du PAS Oui. les revenus habituels des revenus exceptionnels. Exactement. Par contre, une question me taraude. Si un contribuable ne perçoit en 2018 que des revenus ordinaires, Oui. il n'a a priori pas d'impôt sur le revenu à payer par la mécanique du CIMR que vous veniez d'évoquer. Exactement. Que deviennent alors les réductions ou crédits d'impôt dont il pourrait se prévaloir au titre des investissements ou dépenses réalisés en 2018? Oh, oui. Interrogation parfaitement légitime, encore une fois. Je n'ai que des revenus habituels, je n'ai pas d'impôt à payer. Qu'en est-il de mes défiscalisations? Sachant qu'il existe deux types de défiscalisation, ce qu'on appelle des réductions ou des crédits d'impôt. Les crédits d'impôt en soi sont plutôt faciles à comprendre, puisque dès lors que je n'ai pas assez d'impôt pour l'absorber, l'État me le remboursera. Donc aucune difficulté à l'avenir sur ce principe-là. La question est encore plus légitime pour ce qui est des réductions d'impôt, puisqu'une réduction d'impôt, lorsqu'elle doit s'appliquer mais que je n'ai pas d'impôt à payer, par principe elle est perdue. De telle sorte que, effectivement, disposant de revenus habituels, le CIMR dont on a parlé tout à l'heure va annuler l'imposition des revenus habituels, je me retrouve à avoir aucun impôt à payer, mais qu'en est-il de mes réductions d'impôt? On doit être rassuré sur ce principe-là, puisque la mécanique de cette année blanche doit nous amener à nous dire, dès lors que, en 2018, j'aurai, par exemple, que des revenus habituels, 100%. Les réductions d'impôt seront non applicables, puisque le CIMR annule cette imposition, les réductions d'impôt seront restituées. Pour ce qui est des revenus particuliers, une situation dans laquelle on pourrait avoir notamment des revenus exceptionnels, là on nous dira, bah, attendez, vous déclarez à la fois des revenus habituels, à la fois des revenus exceptionnels. Moi, législateur, de ces revenus, je vais faire découler un impôt habituel, un impôt exceptionnel. L'impôt relatif aux revenus habituels, excusez-moi, ça allait un petit peu trop vite, relatif aux revenus habituels est annulé par le CIMR. L'impôt relatif aux revenus exceptionnels est dû. La réduction viendra donc gommer cette imposition sur les revenus exceptionnels. Et si il y a un surplus, celui-ci sera bien évidemment restitué. Restitué également. Aucune crainte donc quant à la restitution des avantages fiscaux, notamment ce tissu des réductions d'impôts. Donc si je vous comprends bien, les réductions d'impôts ne sont pas perdues. Exactement. Bien qu'aucun impôt sur le revenu pour 2018, le cas échéant, ne serait dû. Oui. Mieux encore, elles seront remboursées, en tout cas pour la quote-part qui excéderait éventuellement une imposition au titre des revenus exceptionnels. Exactement. C'est une année extraordinaire. Alors c'est temporaire, hein, soyons très clairs, mais c'est effectivement une année exceptionnelle. Même si je me doute de la réponse, oui. Y a-t-il un intérêt à investir dans une solution qui procure une réduction d'impôt en 2018? Alors, la réponse, à mon sens, est oui. Pour une raison simple, c'est que le principe des réductions d'impôt consiste à ce que l'État nous soutienne budgétairement dans le cadre d'un investissement particulier. Je prends un exemple. Je pourrais aujourd'hui investir dans une réduction d'impôt, par exemple dans du dispositif locatif. L'État me donnerait une contrepartie financière. Cette contrepartie financière, c'est 21% de mon investissement qui serait restitué sous forme d'un avantage fiscal, étalé sur 12 ans en l'espèce. On pourrait également investir dans des PME. Dans des PME, on nous dira, vous investissez dans une PME française, je vais vous accompagner financièrement en vous donnant une contrepartie. Vous ne paierez plus une partie de votre impôt l'année prochaine. Donc la mécanique des défiscalisations consiste à moi, contribuable, dépenser une partie de mon patrimoine dans un dispositif qui doit être intéressé par l'État. L'État, en contrepartie, me donne une contrepartie financière sous forme d'une réduction d'impôt. En 2018, cette contrepartie perdure. On m'insiste toujours à précéder à cet investissement puisque, je viens de vous le dire et on vient de le comprendre, cette réduction d'impôt, même si elle ne peut pas s'appliquer parce que j'ai un CIMR, elle sera restituée. Donc deux possibilités. Je n'ai pas d'impôt à payer parce qu'il y a du CIMR, on me rembourse la totalité de ma réduction d'impôt. J'ai du revenu à payer parce que j'ai du revenu exceptionnel. On imputera cette réduction d'impôt sur l'impôt qui aurait dû être dû et l'excédent me sera remboursé. Donc évidemment, il n'y a aucune difficulté à faire de la défiscalisation en 2018.
En supposant que je n'ai pas bien compris vos propos, Oui. est-ce que nos clients devraient retarder leur investissement en 2019? Alors ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement depuis pratiquement un an, peut-être même un peu plus, qui est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai intérêt à faire une défiscalisation en 2018, sachant qu'elle est censée ne pas procurer d'effet par le CIMR. Ne devrais-je pas la retarder à 2019? À mon sens, ça n'a aucun intérêt de vouloir la retarder. Ou du moins, si je la retarde, ça veut dire que j'étais même pas enclin à la réaliser en 2018. Mais si j'étais enclin à la réaliser en 2018, je dois la faire en 2018. Pour essayer d'illustrer mes propos, on prend un petit exemple qui est plutôt classique en la matière, ce qu'on appelle les fonds communs de placement dans l'innovation. J'investis dans des PME qui vont essayer de découvrir des nouveaux process et qui seront bien évidemment innovants pour l'année à venir. Cette souscription, généralement, on va supposer qu'elle est de 10 000 €, doit donner un avantage fiscal qui est de 1 800 €. Si cette souscription, je la fais en 2018, je vais venir vous voir, Philippe, ou l'un de vos conseillers en gestion patrimoine, et lui dire « Je souhaite investir dans une PME française innovante, je dispose d'un capital à investir de 10 000 €, je vous fais un chèque aujourd'hui de 10 000 € en novembre 2018. La contrepartie financière sera de 1 800 €, elle me sera restituée quand? En septembre 2019. Il y a donc, grosso modo, un an de décalage entre le moment où j'investis et le moment où l'État donne la contrepartie financière. C'est un point sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, sur la date de remboursement. Ce qui pourrait être intéressant, c'est et si je décalais ma souscription en 2019, enfin, ce qui pourrait encore une fois paraître parfaitement légitime. Nous aurions donc une souscription qui se ferait, on va considérer sur la même période, c'est-à-dire novembre 2019. Sauf que l'État n'a pas connaissance de cette souscription-là. Il ne pourra donc me donner la contrepartie que l'année suivante, c'est-à-dire en septembre 2020. Donc, que je souscrive en 2018, que je souscrive en 2019, dans tous les cas, la contrepartie financière se fait en totalité l'année d'après. J'aurais donc tendance à dire que ce n'est que reculer pour mieux sauter. Si vous êtes prêt à faire de la défiscalisation, faites-la cette année, puisqu'elle produira exactement les mêmes effets que si vous la faisiez l'année prochaine. Exactement. En matière d'impôt sur le revenu, on évoque communément le plafonnement des niches fiscales. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et puis, par la même occasion, on entend également un plafonnement global. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Alors, justement, ça, c'est un point sur lequel il ne faut pas tomber dans l'euphorie fiscale qui se dit dire « on me rembourse mes réductions d'impôts, donc je vais défiscaliser au maximum de ce qui est possible ». Non, on ne peut pas défiscaliser au maximum. Aujourd'hui, vous avez, en matière de défiscalisation, de produits ouvrant droit à un avantage fiscal, soit un plafond spécifique, soit un plafond global. Le plafond spécifique, c'est qu'on va vous dire, par exemple, que dans des FCPI, vous ne pouvez pas investir plus de X milliers d'euros. Mais en complément à tout ça, en 2009 a été introduit le plafonnement global des niches fiscales qui nous dit que vous pouvez investir dans des FCPI, vous pouvez investir dans du Pinel, pour avoir un employé à domicile, sauf que la contrepartie financière, la réduction d'impôt, le crédit d'impôt global que je vais avoir ne peut excéder un plafond qui aujourd'hui est de 10 000 €. Donc le conseil doit être extrêmement vigilant, à savoir qu'il ne doit jamais dépasser le plafond intrinsèque au dispositif et surtout pas dépasser le plafond global auquel peut être confronté le contribuable. Vous évoquiez un plafonnement de 10 000 € qui peut être porté à 18 000 si certains investissements sont réalisés. Je pense à investissement Sofica. Exactement, c'est soit investir en outre-mer, soit investir dans le cinéma, dans des productions diverses et variées. Là encore, ce sont des produits à forte contrepartie fiscale, mais malheureusement, dans le marché se tarit un petit peu. Donc, parfois, il faut se battre un petit peu pour en avoir. C'est rarement simple de pouvoir trouver ça aussi rapidement qu'on le voudrait. Merci pour ces précisions. J'ai compris donc qu'une réduction d'impôt réalisée en 2018 n'est pas perdue. Au contraire, elle continue de jouer jouer ses effets à plein. Pardon. Mais qu'en est-il selon que le contribuable a réalisé une opération de défiscalisation en 2017, mais pas en 2018, voire inversement? Ah oui, effectivement. Quel impact vont avoir des défiscalisations que j'ai pu faire en 2017 et quel impact auraient les défiscalisations que j'ai pu faire en 2018 À cela, il y a eu une modification de la loi de finances qui est venue introduire le principe d'un acompte. C'est-à-dire qu'on va anticiper la réduction d'impôt dont je devrais bénéficier l'année en cours. En préalable à tout ça, je voudrais juste qu'on fasse un petit point, un petit résumé sur les avantages et inconvénients du prélèvement en source, les points positifs, les points négatifs. Parmi les points positifs, vous avez la première chose, c'est qu'on va nous étaler l'acompte qui était jusqu'au présent matérialisé sous forme d'une mensualisation, non plus sur 10 mois, mais sur 12 mois.
Ce qui fait qu'au global, je dépense la même chose. Mais chaque mois, mon effort sera moindre, allégeant un tout petit peu mon solde budgétaire en la matière. La deuxième chose, ça va être essentiellement pour les salariés et les retraités, puisque l'acompte qu'on va payer tous les mois ne sera pas fonction de ce que j'ai gagné l'année précédente, mais ce qui sera fonction de ce que je vais gagner chaque mois. Ce qui fait que si un mois, mon salaire ou ma retraite baisse, mon taux de prélèvement va baisser. En revanche, si ce revenu augmente, le taux du prélèvement va augmenter. Ça, c'était pour la partie qu'on pourrait considérer comme plutôt positive. S'agissant de la partie négative, malheureusement, on doit en souligner quelques-uns. Le premier, on le verra, c'est que malheureusement, une partie des réductions et crédits d'impôt ne va pas être pris en compte, ni dans le cadre du prélèvement qu'on doit payer tous les mois, ni dans le cadre d'un éventuel préacompte qu'on aura en janvier, dont on parlera juste après. Le deuxième, c'est que l'acompte, pour les dirigeants d'entreprise notamment, tous ceux qui ne sont ni salariés ni retraités, c'est un acompte qui est forfaitaire, c'est-à-dire qu'il ne variera pas selon que ma rémunération augmente ou diminue. Et le troisième point, et vous l'avez souligné en introduction tout à l'heure, de manière, à mon avis, extrêmement claire, c'est que le prélèvement à la source, c'est-à-dire ce qu'on paye tous les mois à compter de janvier 2019, n'est pas un impôt libératoire, mais un simple acompte. C'est-à-dire que tous les mois, on va me dire, tu dois payer de l'impôt, mais ce n'est pas un impôt définitif. Cet impôt, tu dois l'avancer. Et moi, législateur, administration fiscale, je vais réajuster les comptes. Donc pour réajuster ces comptes, entre guillemets, c'est là que le contribuable devra continuer de procéder à des déclarations de revenus, toujours dans la même période, j'imagine qu'à l'heure actuelle, entre mai et juin. Exactement. Ces déclarations vont devenir une nécessité telle qu'elle était jusqu'à présent, puisqu'on ne pourra solder l'acompte qu'on paye toute l'année qu'une fois cette déclaration faite. Dans cette déclaration, j'ai peut-être déclaré moins de revenus que ce qui était prévu. On va donc me restituer ce que j'ai trop payé. Ou au contraire, je vais déclarer plus de revenus, ce qui serait quand même une excellente chose. Et là, on va me demander de compléter l'impôt dû. Et ce qui sera extrêmement important, c'est que cette réduction d'impôt qu'on fera donc en mai 2020, puisqu'il s'agira de déclarer les revenus de 2019, c'est dans cette déclaration de mai 2020 qu'on va pouvoir prétendre aux éventuelles réductions d'impôt et crédits d'impôt au titre de l'année 2019. C'est là que l'État va réajuster les comptes et me dire « je t'en rends parce que tu en as trop payé ». Tu m'en dois parce que tu n'as pas assez payé. Donc, du moins sur cette partie, il n'y a pas de simplification par rapport non, il n'y a pas de simplification. Et malheureusement, notre système fiscal fait que notre situation fiscale, notre situation de revenus de défiscalisation change chaque année. Donc, il faut systématiquement, une fois l'année arrivée à son terme, réunir l'administration fiscale afin de lui dire de réajuster ma situation au vu des éventuels arrivées d'enfants, divorce, mariage, augmentation ou baisse de revenus. On va regarder peut-être quelques exemples de situations. Oui, tout à fait. Qui permettra d'éclairer on essaie de trouver quelques exemples, encore une fois, qui essaient d'être les plus larges possibles. On ne peut pas traiter la situation de tous. La première situation va porter sur un contribuable célibataire, sans enfant à charge, donc il est imposé tout seul. Ce contribuable dispose de salaires déclarés pour 80 000 €. Ce contribuable, afin de limiter le frottement fiscal, aura réalisé en 2017, un investissement immobilier, un dispositif qu'on appelle Pinel, pour lequel il va pouvoir prétendre une réduction d'impôt de 4 000 €. Qui est allé sur le temps, 4 000 € par an. Exactement. Ces 4 000 € vont se renouveler au minimum pendant 9 ans. Et au-delà de la 9e année, on pourrait encore proroger, mais la réduction d'impôt serait un petit peu moindre. Elle serait divisée par 2, elle serait que de 2 000 €. Ce contribuable va donc percevoir en 2018 ces 80 000 €. Qu'est-ce qui va se passer au titre de l'année blanche et du CIMR ? L'État va vous dire, déclarez vos 80 000 €. Je déclare mes 80 000 €. De ces 80 000 € va résulter un impôt, qui serait ici de 15 800 €. L'impôt est conséquent, puisque les revenus le sont tout autant. L'État va nous dire, vous avez droit à une réduction d'impôt Pinel, 4 000. Mais, je vous donne également droit au fameux CIMR, ce fameux crédit d'impôt pour annuler l'imposition des revenus habituels. En supposant que ces revenus soient habituels, on va donc ouvrir droit à ce contribuable à un CIMR dont le montant est égal à l'impôt qu'il aurait dû payer sans la réduction d'impôt. Donc on retrouve ces 15 802. Ça suppose qu'il n'y ait pas eu d'augmentation de revenus du contribuable entre l'année 2017 et l'année 2018. Qu'il n'y ait pas eu de revenus exceptionnels, c'est exactement ça. Ni d'augmentation, j'imagine, de revenus courants. Exactement. Et fort de ce constat, on sera donc que l'impôt brut est annulé par le CIMR, reste donc cette réduction d'impôt qui devrait être restituée et qui sera restituée.
La particularité, c'est que dans la loi de finances telle qu'elle est en débat actuellement, encore une fois, il est prévu qu'on puisse avoir une restitution, une avance de ces 4 000 euros dès janvier 2019 à hauteur de 60%. 60% de 4 000, ça nous fait 2 400 euros à toucher dès le mois de janvier et le solde, c'est-à-dire les 1 600 euros qui restent, me seront restitués en septembre 2019. Donc, cet avantage fiscal qui était une réduction d'impôt Oui. liée à un investissement, Oui. mais une certaine nature d'investissement, permettra effectivement le versement de cet acompte. Vous avez tout à fait raison. Cette avance de trésorerie, soyons très clairs, c'est une avance que l'État me fait, il me rend de l'argent, ne va concerner que certains types de revenus. Ce sont les réductions d'impôts liées aux investissements immobiliers et quelques crédits d'impôt, notamment les employés à domicile. On pourra avoir également les frais de garde d'enfants, dès lors qu'ils ont moins de 6 ans. Et puis les dons aux œuvres seraient également anticipés en la matière. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, c'est que il s'agit ici de l'imposition des revenus de 2018. Pour ce qui sera des revenus de 2019, nous serons donc sur ce qu'on appelle le PAS, le prélèvement à la source. Ce prélèvement à la source se matérialisera par un taux qui dépend donc de l'impôt que j'ai payé préalablement, ici qui serait 19%, pour lesquels on générerait un acompte. Alors à noter que cet acompte serait de 1 320 euros tous les mois, c'est-à-dire plus que ce que j'aurais dû payer si on avait maintenu la mensualisation. Sauf que ce petit delta, on le voit, qui est de l'ordre aujourd'hui de 140 euros, et bien ce petit delta de 140 euros, il est anticipé par ce fameux chèque que j'aurai dès le mois de janvier 2019. Donc compensé par ce chèque du mois de janvier. Oui. Et puis également par le complément de réduction d'impôt qui soldera finalement le montant de la réduction d'impôt à laquelle le client pouvait prétendre. Exactement. Mais ça, au mois de septembre. Tout à fait. Donc il va falloir que le contribuable gère ces éléments de trésorerie. Exactement. Alors attention, surtout qu'il ne rentre pas dans l'euphorie qui est de se dire l'État s'est trompé, il me rend de l'argent. Non, il ne fait que rendre de l'argent qui, quoi qu'il arrive, était dû. Donc vigilance. Bon. Dans cet exemple, c'est l'existence de la réduction d'impôt, donc comme on vient de le voir en 2018, qui évite au contribuable de devoir rembourser l'avance dont il avait bénéficié au titre de la réduction de 2017. Tout à fait. Mais est-ce toujours le cas? Non, malheureusement, l'euphorie dont on parle jusqu'à présent pourrait s'avérer transformée en une profonde tristesse fiscale, puisque ça va avoir une raison d'être dès lors que la réduction est susceptible de se renouveler. On va prendre un autre exemple, cette fois-ci d'un couple marié. Chacun dispose de revenus. On a mis 60 000 euros pour l'un, 80 000 euros pour l'autre. On va considérer que ces revenus sont habituels, donc ils sont couverts par le CIMR. Ce couple a, non pas en 2018, mais en 2017, c'est-à-dire l'année dernière, réalisé des dépenses qui ouvraient droit à une réduction d'impôt. La première, c'est une réduction d'impôt, on va dire au titre de FIP ou de FCPI pour 1 800 euros. La deuxième, ce couple a un enfant de moins de 6 ans qui était gardé soit en crèche, soit chez une nounou, et qui a donné une contrepartie fiscale à hauteur d'un 1 750 euros, qui était un crédit d'impôt. Ce couple va disposer au titre de cette année, ou a disposé peut-être d'ores et déjà au titre de cette année, d'un intéressement qu'il n'a pas souhaité investir sur le PE, plan d'épargne d'entreprise, mais qu'il a souhaité percevoir. Particularité, dès lors qu'il était placé sur le PE, il était exonéré. Dès lors qu'il est perçu, il sera taxé. Mais aura la nature de revenu exceptionnel. Il aura la nature de revenu exceptionnel. Donc générant un impôt qui lui sera propre. Exactement. Ce qui fait qu'en 2018, il va déclarer ce couple les 80 000 euros, les 60 000 et les 5 000 euros d'intéressement, ce qui va déclencher un impôt de l'ordre de 26 000 euros. On ne lui donnera aucune réduction à crédit d'impôt. Pour une raison simple, c'est que les réductions d'impôt, il ne les a faites qu'en 2017, il a arrêté de les faire en 2018. On va donc lui appeler un impôt de 26 000, diminué du CIMR. Le CIMR, vous l'avez vu, n'est pas de l'impôt global, mais que d'une partie, 25 142 en l'espèce. Le petit delta, ce qui est de 800 et quelques euros, 885, ce n'est quoi? Ce n'est que la résultante de l'imposition des 5 000 euros d'intéressement, qui sont exceptionnels et donc non couverts par le CIMR. Ce couple-là va avoir en janvier 2019 une certaine satisfaction, une certaine surprise, positive bien évidemment, puisqu'on va lui faire un chèque de 1 050 euros. Qui correspond? Qui correspond tout simplement à l'avance de 60% relative au crédit d'impôt lié à la garde d'enfants qu'il avait faite en 2017. Soyons très clairs, cette avance n'est pas fondée, puisqu'elle est basée sur ce qu'ils ont fait en 2017, sans savoir s'ils vont la reconduire en 2018. S'ils ne la reconduisent pas en 2018, ce qui est le cas dans notre exemple, septembre 2019 va se transformer en une profonde tristesse fiscale, puisqu'il faudra à la fois restituer les 1 050 euros qu'on m'avait avancé en janvier, mais il faudra en plus payer l'impôt sur le revenu exceptionnel, c'est-à-dire 885, soit un chèque global de 1 935 euros. Après l'été,
L'automne devient moins exactement. sympathique. Dans cet exemple, Oui, se jouera oui. effectivement le PASS, donc le prélèvement à la Mhm. source. Donc en janvier, ils se verront prélever l'équivalent de 17,9%, ce qui se traduit par une retenue à la source de l'ordre de 1 200 € pour l'époux ayant le plus gros revenu et 895 pour celui qui a le plus faible. À noter que ce prélèvement qui se fera tous les mois de janvier à décembre, et qu'en septembre, non seulement il y aura ça à payer, mais en plus à restituer les fameux 1 935 € qu'on a vu tout à l'heure. Dans notre exemple, on a supposé que le couple avait choisi finalement le taux commun. Le taux commun, exactement. On pourra peut-être en reparler un petit peu Tout après. à fait, sur le taux individuel. Dans cet exemple, donc, l'absence de réduction d'impôt au titre de 2018 Oui. ne permet pas finalement d'absorber le surplus d'impôt lié à l'impôt sur le revenu Exactement. et ne permet pas non plus de couvrir la nécessité de rembourser un crédit d'impôt. Exactement. Probablement qu'il aurait été bienveillant de souscrire un petit peu de défiscalisation cette année, ne serait-ce pour gommer l'imposition des 880. Une raison de plus pour que nos conseillers proposent à nos clients. J'invite encore une fois tous les contribuables à se rapprocher de leurs conseils pour encore une fois savoir s'ils ont des revenus ordinaires exceptionnels et s'il y a un intérêt ou pas à réaliser une optimisation fiscale pour réduire cette naturellement en fonction de leurs objectifs et de leur appétence au risque financier. Exactement, c'est la contrepartie. Vous avez un troisième exemple qui est relativement succinct et rapide. Nous sommes partis sur une personne seule qui est divorcée, sans enfant à charge, qui va avoir en 2018 à la fois des revenus habituels et des revenus exceptionnels. Alors vous noterez que la quantité de revenus exceptionnels est relativement importante puisque vous avez 80 000 € de revenus habituels, 60 000 € de revenus exceptionnels. Ce qui fait que vous voyez très vite où je vais vous emmener, c'est que malheureusement le CIMR va avoir un effet extrêmement réduit sur cette imposition. En 2018, je déclare donc ces 140 000 € de salaire, 38 000 € d'impôts, pas de réduction, pas de crédit d'impôt. Là, le CIMR sera de 21 675, ce qui fait que malheureusement, en janvier, pas de bonne nouvelle, et en septembre, une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'il faut payer l'impôt sur les 60 000 € de revenus exceptionnels, qui représentent ici à peu près 16 800 €. Une raison, là encore, pour que nos collaborateurs de la gestion privée ou de la banque privée sensibilisent leurs clients qui percevraient au cours de l'année 2018 des revenus exceptionnels significatifs à l'intérêt d'investir dans des solutions qui procurent une réduction d'impôt. Exactement. Il faut vraiment faire une analyse. Et malheureusement, nous sommes au mois de novembre, les souscriptions arrivent à échéance. Il ne faut pas trop tarder pour essayer de faire le point pour déjà savoir où j'en suis et jusqu'où je peux aller en matière de situation. Donc c'est la question suivante que je voulais vous poser. Fort de ce constat fiscal, quelles solutions, selon vous, nos clients devraient ou pourraient adopter pour ce genre dans ce type de situation? Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir 4 idées dans la tête. La première, à mon sens, va résulter plus du dirigeant d'entreprise. Le dirigeant d'entreprise, c'est celui qui va avoir une focale particulière sur lui de la part de l'administration fiscale, puisqu'on va lui dire que ses revenus seront ordinaires, habituels, donc couverts par le CIMR, dès lors qu'ils n'excéderont pas la meilleure des 3 années passées. J'aurais donc tendance à dire qu'il faut que ce dirigeant n'ait aucune crainte et qu'il aille probablement aller maximiser ce revenu ordinaire en se disant « il faut, si tant est que mon entreprise soit en capacité de le faire, me verse en 2018 une rémunération au moins égale à la meilleure que j'ai perçue au titre des 3 années passées, puisque sinon, je vais me priver d'un manque à gagner simple, c'est que j'aurais pu percevoir un revenu qui, quoi qu'il arrive, n'aurait pas été imposé. » Pour moi, c'est le premier point sur lequel il faut travailler. Le deuxième sur lequel il faut travailler, c'est le revenu exceptionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce revenu exceptionnel, il faudra payer de l'impôt dessus. Il n'est pas couvert par le CIMR, ce qui crée une certaine réticence légitime de la part d'un contribuable. Pour autant, je pense qu'il faut, si tant est que ce soit possible, en réaliser. Pour une raison simple, c'est que la mécanique d'imposition du revenu exceptionnel en 2018 nous conduit à être imposé à un taux moyen et non pas un taux marginal, c'est-à-dire un taux plus faible que celui auquel j'aurais été confronté si j'avais perçu ce revenu en 2017 ou si je le perçois en 2019. Donc encore une fois, maximisons les revenus ordinaires, n'ayons pas peur de générer du revenu exceptionnel. Troisième point, vous l'avez souligné, il paraît évident, c'est bien évidemment aller chercher de la réduction d'impôt, ne pas avoir peur quant à des réductions d'impôt que je pourrais d'ores et déjà avoir, et m'interroger sur la pertinence d'en souscrire une supplémentaire en 2018 pour aller chercher soit l'annulation des revenus exceptionnels, soit carrément récupérer un chèque de la part de l'administration fiscale. Et il y a peut-être une dernière variable. Point. Alors celui-ci est à mon sens le plus compliqué. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu en dernier. C'est qu'il va falloir à mon sens réfléchir sur l'intérêt de passer des charges déductibles.
Les charges déductibles, ce n'est pas quelque chose qui va venir en moins sur mon impôt, c'est quelque chose qui vient en moins sur mon revenu imposable. C'est une mécanique extrêmement complexe pour laquelle le législateur a fait des mesures avec des clauses anti-abus, puisqu'il a très bien compris qu'il n'y avait peut-être aucun intérêt à minorer un revenu en 2018 et au contraire à le minorer en 2019. Donc j'invite vraiment tous nos internautes, toutes les personnes qui nous suivent, à se rapprocher de leurs conseils et à demander si effectivement il y a un intérêt ou pas à passer des charges telles que épargner sur de l'épargne retraite, ce qu'on appelle du PERP, Madelin, ou est-ce que j'ai intérêt à passer des charges sur mes revenus fonciers pour gommer l'impôt qui en découle. Merci Stéphane, je crois qu'on a fait le tour d'un sujet qui intéresse nos auditeurs. Tout à fait. Nous allons passer, si vous en êtes tous d'accord, aux questions. Exactement, donc je ne sais pas si nous avons quelques questions. Bonjour, première question de Sophie P. Avez-vous quelques exemples de revenus habituels selon que le contribuable serait un salarié ou un chef d'entreprise? Oui, c'est effectivement... Des exemples sont nombreux. La liste est pléthore en la matière dans le cadre de l'instruction fiscale qui nous a été publiée au mois d'août de cette année. Pour un salarié, sera considéré comme un revenu habituel, donc couvert par le CIMR, donc aucun impôt à payer, tout revenu qui est susceptible de se renouveler et qui est prévu dans le contrat de travail. A l'inverse, si j'étais amené à toucher un revenu qui est exceptionnel parce qu'il n'est pas susceptible de se renouveler ou qui est perçu mais non prévu dans le contrat de travail. Je pense par exemple à une prime que mon employeur pourrait m'octroyer pour un travail que j'aurais pu réaliser, qui aurait produit des effets bénéfiques pour l'entreprise. Ce revenu, malheureusement, est exceptionnel et sera donc taxé. Alors, on l'a vu jusqu'à présent, il sera imposé mais à un taux plus faible que si je l'avais perçu en 2017 ou si je le percevais en 2019. Pour ce qui est du dirigeant, on en a parlé tout à l'heure, ce dirigeant, lui, va avoir un dispositif qui lui est particulier, à savoir qu'on va lui dire, le dirigeant aura un revenu habituel dès lors qu'il ne gagne pas plus que ce qu'il aurait gagné au titre des meilleures meilleures années passées. Ce qui fait que si 2015, 2016, 2017 m'amène à avoir au titre de ces 3 années une référence maximale qui est de 80 000 €, si je gagne l'équivalent de 80 000 € cette année, c'est blanc, le CIMR quand même, tout. Si je gagne plus que 80 000 €, tout ce qui va dépasser sera considéré comme un revenu exceptionnel. Exactement, et imposé. Sera... Avec une particularité, ce qu'on peut noter, c'est que non seulement on fera une comparaison avec les années passées, mais il est également possible de prévoir une comparaison avec l'année suivante, c'est-à-dire 2019. Je pense notamment aux dirigeants qui est en pleine croissance, qui voient chaque année son revenu, son bénéfice augmenter. Donc ce qui fait que 2018 est meilleur que 2017, mais 2018 est moins bon que 2019. Et bien, c'est pas grave. L'imposition sur 2018, qui est exceptionnelle, pourra faire l'objet d'une restitution. Alors, bien évidemment, en 2020, puisqu'il faut attendre que 2019 soit clos pour pouvoir faire une comparaison. Très bien. Seconde question de la part de Joachim M, qui précise être dirigeant non salarié. Oui. Y a-t-il un intérêt à faire du Madelin avant fin 2018? Alors, la réponse est... À mon sens, probablement oui. En tout cas, pour ce qui me concerne, je suis dans cette situation-là. Le Madelin vient gommer une partie de mon revenu imposable. Ce qui fait que si chaque année, au titre des années passées, j'ai souscrit sur mon Madelin l'équivalent de 20 000 €, au lieu d'avoir à déclarer 100 000, je n'ai déclaré que 20 000. En ayant souscrit ces 20 000 €, je ne déclare que 80. 80, c'est la référence de revenu ordinaire. Si je ne décotise pas sur mon Madelin cette année et que mon résultat est toujours de 100 000, je ne vais pas pouvoir le ramener à 80 puisque je n'ai pas cotisé sur mon Madelin. La référence meilleure est 80. 2018, parce qu'il n'y a pas de Madelin, je vais faire déclarer 100. Les 20 000 € vont générer du revenu exceptionnel, donc taxé. Donc aucun doute sur le fait qu'il faut probablement maintenir les cotisations Madelin. N'allons pas dans l'excès, à savoir qu'il ne faut pas que le Madelin vienne à gommer du revenu qui aurait été considéré comme habituel et donc exonéré d'impôt sur le revenu. Ça, c'est évident. Sébastien D pose la question suivante. Oui. Pour les réductions, est-ce que ce n'est pas l'excédent qui nous est remboursé? Si c'est l'excédent par rapport à l'impôt qui est normalement dû. La question, c'est qu'est-ce qu'un impôt normalement dû? C'est l'impôt qui n'est pas couvert par le CIMR. Donc effectivement, si j'ai une réduction d'impôt, on va d'abord dire cette réduction d'impôt vient gommer l'impôt qui est dû en 2018, donc l'impôt sur le revenu exceptionnel. Et s'il me reste un excédent, cet excédent sera remboursé. Si la situation m'amène à n'avoir que des revenus habituels, je n'ai donc aucun impôt à payer en raison du CIMR. Et là, c'est l'intégralité de la réduction d'impôt qui me sera restituée. Exactement.
Longue question de Christelle A. Vous me confirmez que si j'ai un revenu foncier de 100 000 euros, alors que j'avais un déficit les années précédentes, ce n'est pas considéré comme de l'exceptionnel? Exactement. Ce qui est assez étonnant et ce qui est assez incroyable, c'est que, sauf de très rares exceptions, le revenu foncier perçu en 2018 est habituel et ne génère aucun impôt. Mais ce qu'il faut bien vous noter, c'est qu'il n'y a ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux à acquitter sur ces revenus fonciers. La seule chose que l'administration pourrait essayer de voir, c'est y a-t-il pas dans ces 100 000 euros qui seraient amenés à être déclarés, quelques revenus fonciers exceptionnels, c'est-à-dire des revenus qui ne sont pas susceptibles de se renouveler. Les situations sont extrêmement rares, ce qui fait que si cette imposition résulte du fait que je n'ai plus de déficit pour les gommer, bien évidemment, je suis dans du revenu habituel, aucun impôt grâce au CIMR. Cyril R. Oui. Quid des profils étant salariés avant 2018 et dirigeants non salariés en 2018? Ah oui, et oui, je comprends. En fin d'exercice 2019, les dividendes de la société seront-ils considérés comme des revenus exceptionnels? Alors, il y a plusieurs questions dans cette réponse. C'est le contribuable qui va changer de situation professionnelle, qui a eu une situation de salarié jusqu'en 2017 et qui se retrouve entrepreneur, chef d'entreprise en 2018. Pour lui, il y a une difficulté fondamentale, c'est qu'on ne peut pas comparer ce qu'il va gagner en 2018 avec ce qu'il a gagné au titre des années passées, puisqu'il n'avait pas le même métier. Pour lui, on va lui dire, ce qui est touché en rémunération 2018, c'est présumé habituel, donc c'est présumé exonéré. À une condition, c'est qu'en 2019, il gagne au moins la même chose que ce qu'il a gagné en 2018. Mais là, j'étais sur le principe de la rémunération. La question qui a été posée, c'était, et si en plus je touche des dividendes? Ben malheureusement, le dividende, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est systématiquement considéré comme un revenu exceptionnel. Donc, il sera imposé. Il faut vraiment, dans ce cas-là, vraiment, j'incite notre internaute à s'interroger s'il n'est pas plutôt préférable de se prendre une rémunération qui sera présumée habituelle, exonérée, sous condition d'en prendre autant l'année prochaine, plutôt que de ne prendre aucune rémunération et tout prendre sous forme de dividende. Et là, malheureusement, c'est inéluctable, il se fait un revenu qui sera exceptionnel et donc taxé. Bénédicte J. Serait-il possible d'avoir des explications supplémentaires sur le CIMR? Alors, lesquels? c'est extrêmement vaste comme question. La première chose dont il faut avoir conscience, c'est que le CIMR, on ne demande pas aux contribuables de le calculer. C'est l'État qui fera le calcul. Une chose est simple, c'est que le CIMR vient gommer l'imposition globale à la hauteur du pourcentage de revenus habituels. Donc j'aurais tendance à dire, rapprochez-vous d'un conseil parce que c'est extrêmement difficile quand on n'est pas au cœur du métier, mais dites-vous que si vous arrivez à déterminer qu'il y a 90% de revenus exceptionnels sur ce que vous touchez en 2018, le CIMR va gommer 90% de l'impôt qui aurait dû être dû sans tenir compte des réductions et des crédits d'impôt. Donc encore une fois, c'est automatique et c'est surtout un simple pourcentage exactement identique à celui que j'aurais en matière de revenus exceptionnels et revenus habituels. Une dernière question. Hugo F. Peut-on changer son taux de prélèvement? Si oui, comment? Alors le taux de prélèvement, c'est un taux qui est déterminé par l'administration fiscale et qui dépend des revenus que j'ai perçus en 2017. C'est d'ailleurs ce que le contribuable a pu visualiser Exactement. sur son avis d'imposition. Des alternatives sont prévues, mais pour ce qui est des modifications, vous allez le voir, ce sera plutôt début 2019 qu'on pourra le faire. La première chose, c'est un taux subi qui va s'appliquer à tous les membres du foyer fiscal, ce qui signifie que si je suis marié, mon conjoint et moi disposons du même taux. L'alternative, c'est d'avoir un taux dissocié qui va donc, fonction des revenus professionnels que l'un et l'autre touchent, celui qui a des gros revenus se verra donc supporter un taux plus important que le taux global, celui qui a des revenus petits aura un taux plus faible. Ce qu'on vient de dire est aussi valable pour les personnes pacsées. Exactement. Le taux neutre, c'est un taux que chaque salarié peut demander. Et la question, c'est est-ce que je peux changer mon taux? C'est ce qu'on appelle le taux modulé. C'est une possibilité qui ne sera ouverte que début 2019 et qui devra se faire sur la base d'une justification d'une baisse de mes revenus. Je ne peux pas demander à ce que mon taux baisse parce que j'ai envie. Je ne pourrai demander une baisse du taux que si j'arrive à justifier que mes revenus vont baisser. Faute de quoi, la demande sera effective mais non justifiée. Elle conduira à la mise en place de pénalités de 10% par l'administration fiscale. Vous parliez du taux neutre, oui. Stéphane. Le taux neutre, certains pourraient être tentés de
de s'en prévaloir. Par contre, il est assez confiscatoire. Exactement. Le taux neutre, déjà, il est réservé aux salariés et aux retraités. Et il a pour particularité, c'est qu'il s'applique sur la base d'un célibataire sans enfant à charge. Ce qui signifie que si mon contribuable qui prend le taux neutre est marié et a des enfants à charge, il y a des chances que malheureusement le taux neutre s'amène à devoir verser un acompte tous les mois qui est plus important, ce qu'il aurait dû normalement être pris. Donc vigilance encore sur les choix. C'est pas parce qu'il est neutre qu'il est nul, ça c'est sûr. Bien écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier Stéphane Piller. Je vous en prie. Merci aussi à tous nos auditeurs et auditrices. À une prochaine fois, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.